Bonjour à tous et bienvenue dans la suite du cours de Microéconomie 2 sur le fonctionnement et l'équilibre des marchés. Nous allons commencer l'étude des marchés de la concurrence dite imparfaite. Le premier marché que nous allons voir dans ce cadre est celui du monopole. Dans le chapitre précédent, nous avons étudié le marché de la concurrence pure et parfaite. Ce marché qui suppose la vérification de 5 règles ou hypothèses, à savoir l'hypothèse d'atomicité, impliquant la présence d'un grand nombre d'acheteurs et de vendeurs, et par conséquent le pouvoir ou le poids négligeable de ces agents, surtout en matière de détermination du prix. Nous avons vu qu'aucun agent ne peut, par une action individuelle, influencer ou modifier le prix préalablement fixé par le marché. La règle d'homogénéité des produits implique que tous les offreurs proposent le même produit avec les mêmes caractéristiques. Une hypothèse aussi importante est celle de la transparence qui suppose que l'ensemble des agents disposent de la même information. Information sur les prix, sur les quantités offertes ou demandées, sur les agents présents sur le marché, sur les facteurs de production utilisés, etc. L'hypothèse de la libre entrée-sortie des agents implique qu'ils sont libres à entrer ou sortir du marché à tout moment, sans obstacle, sans coût. La dernière hypothèse est celle de la libre mobilité des capitaux. Donc, à partir de l'analyse de ces hypothèses, nous avons bien compris que le marché de concurrence pure et parfaite est un modèle conceptuel. C'est un marché de concurrence rarement retrouvé en réalité. Ce qu'on retrouve généralement, ce sont des marchés de concurrence imparfaite. On parle d'un marché de concurrence imparfaite quand l'une ou plusieurs hypothèses de la concurrence pure et parfaite ne sont plus vérifiées. Le non-respect de la règle d'atomicité des offreurs, par exemple, donne lieu, entre autres, à deux principaux types de marchés, à savoir le marché du monopole, caractérisé par un seul offreur, et le marché d'oligopole, où le nombre d'offreurs est limité. Donc le marché de monopole est un marché où les acheteurs sont face à un seul vendeur. On dit que la règle d'atomicité des agents ne concerne que les acheteurs. Pour ce marché, le prix est fixé par le monopoleur, qui est dit price maker, c'est-à-dire c'est lui qui décide le prix de vente. Et vu qu'il est seul sur le marché, il profite de ce pouvoir pour fixer un prix qui est généralement supérieur à celui de la concurrence. Alors, quelles sont les causes du monopole? La principale cause ou origine du monopole est celle de l'existence des barrières à l'entrée. Des barrières qui empêchent les concurrents d'accéder au marché et de produire les mêmes biens et services. Ces barrières peuvent être institutionnelles, légales ou stratégiques. On parle des barrières institutionnelles quand l'État autorise une seule entreprise à produire un bien ou un service donné. C'est le cas par exemple de l'OCP, qui est la seule entreprise ayant l'autorisation d'extraire, de commercialiser le phosphate et ses dérivés. C'est le cas où l'activité n'existait pas et l'État décide de créer une nouvelle structure à cet effet et décide également que cette entité va garder le monopole sur ce marché ou sur ce secteur d'activité. Deuxième cas, c'est où le marché était composé de plusieurs entreprises et l'État intervient pour les regrouper en une seule nouvelle entité qui peut être publique ou privée.
Ces monopoles sont appelés monopoles institutionnels ou monopoles d'État. Le deuxième type de barrières sont les barrières légales. C'est le cas où l'entreprise est protégée contre l'entrée des concurrents par des droits d'auteur ou par des brevets par exemple. Un brevet qui est un titre de propriété d'une invention qui garantit à l'individu ou à l'entreprise propriétaire le monopole sur cette invention pour bien évidemment une durée déterminée. Ce type de barrière permet de protéger les droits d'auteur, d'encourager l'innovation et surtout de permettre de rentabiliser le projet. Prenons par exemple une industrie pharmaceutique qui investit en moyenne 20% de son chiffre d'affaires en recherche et développement et qui réussit après des années à développer un nouveau médicament. C'est illogique et c'est inacceptable de permettre du jour au lendemain que d'autres entreprises produisent et commercialisent le même médicament. Il faut laisser le temps à cette entreprise pour rentabiliser son projet et surtout pour récupérer les coûts dépensés en recherche et développement de ce médicament. Les barrières stratégiques. Une des barrières stratégiques est le cas où le marché était composé de plusieurs entreprises qui finalement s'entendent en une seule. C'est l'exemple des pays exportateurs de pétrole qui se sont regroupés en 1960 en une seule organisation, l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Une autre barrière à l'entrée des concurrents est quand l'entreprise contrôle les matières premières, ou au moins contrôle une des matières indispensables à la production du bien ou du service en question. D'autre part, les économies d'échelle, c'est-à-dire les coûts de production de plus en plus réduits, peuvent aussi décourager de nouvelles entreprises à entrer en concurrence avec une qui existe déjà sur le marché. Pourquoi? Parce qu'elles savent que cette dernière peut tout simplement appliquer ce qu'on appelle une tarification agressive, c'est-à-dire qu'elle peut baisser les prix à un niveau très bas, un niveau qu'elles ne pourront pas supporter, et elles seront par conséquent facilement éliminées du marché. Les types de monopoles. On distingue trois principaux types de monopoles. Le monopole naturel, le monopole bilatéral et le monopole discriminant. Le monopole naturel, c'est le cas où le marché est à l'origine concurrentiel, mais avec le temps, le nombre d'offreurs commence à se réduire pour laisser la place à un seul, soit des offreurs qui sortent du marché à cause des coûts de production très importants, notamment les coûts fixes, soit que les entreprises qui étaient en concurrence se sont regroupées et ont formé une sorte de monopole. On dit que le monopole n'est pas dû aux barrières à l'entrée, mais c'est le résultat d'un fonctionnement naturel du marché. Le deuxième type de monopole est le monopole bilatéral. Bilatéral parce qu'il est des deux côtés, du côté de l'acheteur et du côté du vendeur. C'est le cas où le marché assure la coordination entre un seul offreur et un seul demandeur. Donc les deux ont le monopole. Le troisième type est le monopole discriminant. En fait, quand on parle d'un monopole, il est appelé autrement un monopole simple. C'est le cas où l'entreprise applique un prix unique à son produit. Le cas inverse est le monopole discriminant. On parle d'une discrimination par le prix. L'entreprise applique des prix différents selon soit le segment des clients, c'est le cas où les étudiants par exemple payent un abonnement moins cher, une discrimination sur les quantités, c'est l'exemple des remises sur la quantité, 1 kilo
à 3 dirhams, 2 kilos à 5 dirhams, ou une discrimination sur la base de la qualité du produit. L'exemple le plus utilisé, c'est l'exemple de la première classe, deuxième classe des trains, où il est supposé que la première classe, elle est de meilleure qualité que la deuxième classe. Même si le service est le même, même si les voyageurs vont arriver tous au même moment. On verra dans le chapitre suivant ce type de monopole plus en détail et on comprendra que cette discrimination par le prix est une manière de profiter de la capacité de certaines catégories de clients à payer des prix plus élevés. Le calcul du monopole. On s'intéresse dans cette partie au calcul fait par le monopole pour décider la quantité à offrir sur le marché et son prix de vente. En tant que seul offreur sur le marché, le monopole dispose de l'information sur la fonction de demande globale. C'est tout simplement la recette moyenne. Autrement, sur le prix maximum que les consommateurs sont disposés à payer pour chaque quantité. Donc, ils disposent les combinaisons prix-quantité. Pour chaque quantité, quel est le prix qu'ils sont prêts à payer, ou bien pour chaque prix, quelle est la quantité que les consommateurs demandent. À l'inverse de la concurrence pure et parfaite, où le prix, qui est la recette moyenne, est constant parce qu'il est fixé par le marché, quelle que soit la quantité offerte ou demandée, la recette moyenne du monopole est tout simplement décroissante parce qu'elle décrit la relation inverse entre les prix et les quantités demandées. Plus on augmente les prix, moins sont les quantités demandées par les clients. Pour le calcul de l'équilibre du monopole, nous aurons besoin de la recette marginale. Si vous vous rappelez, nous avons démontré que l'équilibre est obtenu au point où la recette marginale est égale au coût marginal. Donc nous allons calculer cette recette marginale à partir de la fonction de demande, à partir de la fonction de la recette moyenne, parce qu'elle est la seule information dont dispose le monopole. Et on va démontrer qu'elle est décroissante et inférieure à la recette moyenne. Pour cela, on va prendre l'exemple d'une fonction de demande linéaire qui s'écrit sous la forme A fois Q plus B. Avec A, la pente de la fonction, et B, son ordonnée à l'origine. Donc, puisque la fonction de demande est décroissante, vu la relation inverse entre les quantités et les prix, la pente A sera négative. Pour obtenir la recette marginale, on doit passer par la recette totale qui s'écrit en fonction de la recette moyenne. Donc, recette totale égale RM fois Q. En remplaçant RM par son expression, on retrouve l'égalité RT égale A fois Q au carré plus BQ. Et en la dérivant, on obtient la recette marginale qui est égale à 2A fois Q plus B. La pente de la fonction de la recette marginale, qui est égale à 2A, a le même signe que la pente de la recette moyenne. Donc, puisque A est négative, 2A est aussi négative. Les deux fonctions sont donc décroissantes. Le deuxième constat est que la pente de la recette marginale est égale au double de la recette moyenne, ce qui veut dire qu'elle est plus pointue que la recette moyenne et donc elle en est inférieure et elle va être placée au-dessous graphiquement. C'est ce qui est illustré sur la figure 1 représentant les deux fonctions avec le même ordonnée à l'origine, B. Économiquement parlant, pourquoi la recette marginale est inférieure à la recette moyenne? Parce que pour générer des recettes marginales, il faut vendre des unités supplémentaires. Pour cela, le monopole doit baisser le prix pour attirer de nouveaux acheteurs qui n'étaient pas capables d'acheter à l'ancien prix. Maintenant qu'on a l'expression de la recette marginale, on peut déterminer la quantité optimale Q étoile ou la quantité d'équilibre qui maximise le profit du monopole.
Q étoile, qui est obtenue en annulant la dérivée première de la fonction du profit et qui correspond au point où la recette marginale est égale au coût marginal. Sur le graphique, il s'agit de ce point d'intersection que l'on projette sur la fonction de demande pour obtenir le prix d'équilibre P étoile. On rappelle qu'en concurrence pure et parfaite, le prix d'équilibre est égal au coût marginal. Pourquoi? Parce que tout simplement, vu que le prix est fixé par le marché, la recette moyenne est égale à la recette marginale. On a vu que le prix de vente est le même, que ce soit pour la dernière unité ou pour les premières unités. Donc, à l'équilibre, recette marginale égale au coût marginal donne l'égalité prix égale au coût marginal. Cela veut dire que, en situation de concurrence, le prix fixé par le marché correspond au coût dépensé pour la production de la dernière unité. Cependant, en situation de monopole, nous allons démontrer que le prix de vente est supérieur au coût marginal, c'est-à-dire que le monopoleur fixe un prix qui est supérieur à ce qu'il avait dépensé pour la production de la dernière unité. Autrement, il sera supérieur au prix qui aurait été fixé en situation de concurrence. Mais qu'est-ce qui permet au monopole d'augmenter son prix au-delà de son coût marginal? La réponse est tout simplement le pouvoir dont il dispose en tant que seul offreur sur le marché. Le pouvoir de monopole ou de marché mesure la capacité dont dispose une entreprise à appliquer et à maintenir le plus longtemps possible un prix supérieur à son coût marginal. Parce que normalement, en situation de concurrence, le prix est égal au coût marginal. Donc, quand une entreprise fixe un prix qui est supérieur au coût marginal, la différence entre les deux mesure son pouvoir. Par contre, ce pouvoir n'est pas illimité, mais il est contrôlé par l'élasticité prix de la demande. On rappelle que l'élasticité prix de la demande mesure la sensibilité de la quantité demandée à la variation du prix de vente. Donc, il mesure la variation en pourcentage de la quantité demandée suite à la variation en pourcentage du prix sur le marché. Et bien évidemment, cette élasticité est négative parce que quand on augmente le prix, la quantité baisse et quand on baisse le prix, la quantité demandée augmente. D'accord? Donc, une élasticité égale à moins 2, on a dit ce sont des variations en pourcentage, ce sont des variations relatives. Une élasticité égale à moins 2 implique que la variation de la quantité égale à 2 fois la variation du prix et dans le sens inverse. Ça veut dire que si on augmente le prix de 10%, la quantité va baisser de 20%. Ainsi, si on baisse le prix de 5%, la quantité va augmenter de 10%. D'accord? Dans ce qui suit, nous allons démontrer cette relation entre le pouvoir du monopole, c'est-à-dire la différence entre le prix et le coût marginal, et l'élasticité. Autrement, nous allons démontrer que quand l'élasticité est faible, le pouvoir du monopole est important et vice-versa. En effet, quand l'élasticité est faible, ça veut dire que les gens ne sont pas sensibles à la variation du prix. C'est-à-dire même si le prix est important, ils continueront à acheter le produit. Et donc, ça donne plus de pouvoir au monopole et il peut augmenter le prix et le maintenir à un niveau très élevé. L'inverse est quand les consommateurs sont sensibles à la variation du prix. Le monopoleur, dans ce cas, il sait que quand il augmente le prix au-delà d'un certain niveau, les clients ne vont plus acheter le produit. Et donc, son pouvoir, c'est-à-dire le niveau auquel il peut augmenter le prix, il est quand même limité. Pour démontrer cette relation entre le pouvoir du monopole et l'élasticité, on va partir de la fonction de la recette totale, qui est égale au prix fois la quantité. On va calculer sa dérivée par rapport à Q pour obtenir la recette marginale.
La recette totale est sous forme, par exemple, du produit de deux fonctions, u fois v. Donc, la dérivée u fois v', c'est u' fois v plus u fois v'. Donc, c'est ce qu'on obtient ici. Recette marginale égale d de p sur d de q fois q plus p de q fois d de q sur q. La dérivée de q par rapport à elle-même, elle est égale à 1. Donc, ce qui reste, c'est d de p sur d de q fois q plus p de q. On factorise par p de q et on obtient p de q fois 1 plus, on divise ce terme par p de q. d de p sur d de q fois q sur p de q. Là, on peut inverser ces deux termes, dq et pq. C'est comme si on a 2 fois 6, on peut l'inverser en mettant 6 fois 2. C'est le même résultat. D'accord? Donc, c'est p de q fois 1 plus d de p sur p fois q sur d de q. On peut aussi faire passer ce terme au dénominateur en l'inversant et on obtient recette marginale égale p de q fois 1 plus d de p sur p sur d de q sur q. Alors, ça ressemble à l'élasticité, sauf que l'élasticité, c'est la quantité sur le prix et non pas le prix sur la quantité. Donc, ce terme-là, c'est l'inverse de l'élasticité. Donc, on va obtenir l'expression de la recette marginale qui est égale au prix fois 1 plus l'inverse de l'élasticité. À l'équilibre, pour la quantité optimale Q étoile, on a recette marginale de Q étoile égale coût marginal de Q étoile. Et donc là, on peut remplacer recette marginale par coût marginal et on obtient coût marginal égale P de Q étoile fois 1 plus l'inverse de l'élasticité. Ce qui va nous permettre de faire sortir le prix de vente du monopole qui est égal au coût marginal sur 1 plus 1 sur l'élasticité. Pour que le prix soit supérieur au coût marginal, c'est ce qu'on cherche à vérifier, il faut démontrer qu'en situation de monopole, ce dénominateur est compris entre 0 et 1. En effet, si on prend par exemple un coût marginal égal à 200, quand le dénominateur est compris entre 0 et 1, par exemple égal à 0,5, 200 sur 0,5, ça sera égal à 400. Et donc, le prix sera supérieur au coût marginal. Donc, nous allons analyser toutes les valeurs possibles pour l'élasticité afin de démontrer que le monopoleur produit dans une zone qui permet d'avoir un dénominateur compris entre 0 et 1. Donc, on rappelle que l'élasticité est négative, elle est comprise entre moins l'infini et 0, vu la réaction inverse de la quantité demandée à la variation du prix. Et donc, on va analyser, premièrement, quand cette élasticité est égale à moins l'infini. Si on revient à l'expression de la recette marginale, 1 sur l'infini, c'est 0. Et dans ce cas, la recette marginale sera égale au prix. Et à l'équilibre, recette marginale égale au coût marginal égale au prix. Cette égalité est vérifiée uniquement dans le cas de la concurrence pure et parfaite. En effet, en concurrence, on dit que la demande est infiniment sensible au prix. Pourquoi? Parce que quand un vendeur augmente son prix de vente, tous les acheteurs se dirigent vers les autres vendeurs. On regarde maintenant qu'est-ce qui se passe quand l'élasticité est égale à moins 1. 1 sur moins 1, c'est moins 1. 1 moins 1, c'est 0. Et donc, dans ce cas, la recette marginale est égale à 0. D'accord? Quand l'élasticité maintenant est comprise entre moins 1 et 0. Prenons l'exemple de moins 0,5. Si on remplace ici par moins 0,5, 1 sur moins 0,5, c'est moins 2. 1 moins 2, c'est moins 1. Et donc, le prix est positif. Et dans ce cas, la recette marginale sera négative. D'accord? Un vendeur rationnel ne va pas produire quand la recette marginale est négative. C'est-à-dire, il ne va pas produire pour vendre à perte. D'accord? Il ne va pas produire dans la zone
où la recette marginale est négative ou nulle. Et donc, quand l'élasticité est dans cet intervalle, la recette marginale est négative ou nulle. Quand elle est égale à moins l'infini, c'est le cas de la concurrence. Qu'est-ce qui reste? Dans la situation du monopole, il reste cette zone entre moins l'infini et moins 1. Ça veut dire quand l'élasticité est inférieure à moins 1. Voilà, donc par conséquent, le monopoleur produit dans la zone où l'élasticité est inférieure à moins 1 et fixe un prix tel que le prix, c'est l'expression de tout à l'heure, tel que le prix est égal au coût marginal sur 1 plus 1 sur l'élasticité. Le graphique illustre tout ce qu'on vient de dire. Quand l'élasticité est égale à moins 1, la recette marginale est nulle. Quand elle est entre 0 et moins 1, elle est négative. Et donc le producteur rationnel, qui est le monopoleur dans notre cas, produit dans cette zone, c'est-à-dire dans la zone où l'élasticité est comprise entre moins l'infini et moins 1. Alors, à partir de cette égalité, on peut déduire deux résultats. Le premier, c'est que quand l'élasticité est inférieure à moins 1, ce dénominateur est inférieur à 1. Et donc, coût marginal sur un nombre qui est inférieur à 1 donnera une valeur de prix qui est supérieure au coût marginal. Donc, le premier résultat de cette égalité est que le prix est supérieur au coût marginal. Donc, nous avons démontré que l'entreprise en situation de monopole fixe un prix supérieur à son coût marginal de production. Ça veut dire supérieur, comme nous l'avons dit, au prix qui aurait été fixé si le marché était en situation de concurrence pure et parfaite. Le deuxième résultat de l'égalité est que le prix est d'autant plus élevé que l'élasticité prix de la demande est faible. On va prendre l'exemple. Si on donne au coût marginal la valeur de 200, une élasticité de moins 2 va donner 1 sur moins 2, c'est moins 0,5, 1 moins 0,5, c'est 0,5, 200 sur 0,5, c'est 400. Par contre, si la demande est très élastique, ça veut dire elle n'est pas uniquement égale à 2 fois la variation de prix, mais 10 fois la variation de prix. Donc, le deuxième cas, c'est une demande qui est très élastique parce qu'il varie 10 fois plus que la variation du prix. Donc, si on remplace par moins 10, 1 sur moins 10, c'est moins 0,1. 1 moins 0,1, c'est 0,9. 200 sur 0,9 donnera 222. Donc, quand la demande est très élastique, le monopole n'a pas un grand pouvoir pour augmenter significativement le prix. Donc, une demande peu élastique, qui est le premier cas, elle permet au monopoleur d'augmenter son prix de vente sans risque de perdre sa clientèle. Donc, il a plus de liberté pour fixer le prix qu'il souhaite. Ainsi, nous avons bien compris et démontré l'idée que le pouvoir du monopole est limité par l'élasticité prix de la demande. Un des indicateurs utilisés pour mesurer le pouvoir du monopole, que je rappelle, c'est la différence entre le prix de vente et le coût marginal de production, est l'indice de Lerner ou le taux de marge. En faisant sortir la différence relative entre le prix et le coût marginal de l'expression, on trouve l'indice de Lerner égal à l'inverse de l'élasticité. On voit bien que dans le cas de la concurrence pure et parfaite, où le prix est égal au coût marginal, l'indice de Lerner est nul. Donc, qu'est-ce qui est nul dans le cas de la concurrence pure et parfaite? C'est tout simplement la perte du bien-être. Il n'y a pas de perte du bien-être dans le cas de la concurrence. Si vous vous rappelez, le surplus social est maximal dans le cas de la concurrence pure et parfaite. Donc, l'indice de Lerner mesure la perte du bien-être collectif à cause du monopole. On parle d'un coût social du monopole. On comprendra davantage ce coût social en comparant les points d'équilibre quantité-prix en cas du monopole et en cas de la concurrence.
Sur la figure 4, l'intersection entre le coût marginal et la recette marginale permet de déterminer la quantité d'équilibre du monopole qu'on projette sur la fonction de demande, la fonction de prix, pour obtenir le prix P étoile, qui est le prix d'équilibre du monopole. Si ce marché était en situation de concurrence, on allait égaliser le coût marginal avec le prix, puisque la recette marginale est égale au prix. Et nous allons retrouver la quantité QC comme quantité à offrir en cas de la concurrence et qui sera vendue au prix PC. Donc on voit clairement que le monopole produit une quantité inférieure à celle de la concurrence, donc il ne satisfait pas toute la demande et la vend à un prix plus élevé. On dit que le monopole est inefficient. Donc il est inefficient parce qu'il produit moins que la quantité demandée par les consommateurs et il la vend à un prix plus élevé. Ce besoin en termes de quantité associé au prix de vente très élevé réduisent considérablement le surplus du consommateur. Le surplus que nous avons défini comme étant la différence entre la fonction de demande, le prix maximum que les consommateurs étaient prêts à payer, et le prix fixé sur le marché. Dans le cas de la concurrence, par exemple, pour cette quantité, les consommateurs étaient prêts à payer ce prix, mais ils ont retrouvé ce prix sur le marché, donc cette différence est un surplus, c'est un gain. Même chose pour cette quantité, ils étaient prêts à payer ce montant et ils ont retrouvé ce prix sur le marché, donc ils ont gagné cette différence, ainsi de suite. Donc, la différence entre la fonction de demande et le prix du marché donne lieu à ce triangle dans le cas de la concurrence. Ce triangle qui se réduit considérablement dans le cas du monopole. Ainsi, la réduction du surplus du consommateur est due au fait qu'il paye plus cher et donc au lieu de payer PC, il paye P étoile, il perd en termes de prix, il perd ce rectangle représenté par la zone 1 et perd également en termes de quantité parce que normalement il a besoin de la quantité QC, l'égalité entre l'offre et la demande, c'est ça la quantité dont il a besoin, mais le monopole offre uniquement la quantité Q étoile. Donc, il perd la différence entre QC et Q étoile, ce qui fait qu'il y avait un surplus, il y avait une différence entre le prix maximum qu'il était prêt à payer et le prix du marché, dans le cas de la concurrence, qu'il perd vu que, comme je disais, cette quantité n'est pas produite par le monopoleur. Le surplus du producteur est aussi modifié. La définition du surplus du producteur est la différence entre la fonction d'offre et le prix du marché. Ça veut dire, pour ce point-là, le producteur était prêt à vendre à ce prix, mais il s'est retrouvé sur le marché avec ce prix. Donc il avait ce surplus. Ainsi de suite, pour toutes ces quantités, il avait un surplus, etc. Quand on est passé à la situation du monopole, la différence entre la fonction d'offre et le prix du marché a augmenté. D'accord? Donc le surplus du monopole a augmenté en termes du prix, mais il a aussi perdu une petite surface. Donc le producteur gagne en termes du prix, il gagne la zone 1 qui était perdue par le consommateur, d'accord? Mais il perd la petite surface 3 à cause de la quantité QC moins Q étoile qu'il n'a pas produit. Nous l'avons mentionné au début, le coût social du monopole mesure la perte du bien-être collectif, autrement, la perte du surplus social. Pour mesurer cette perte, nous allons comparer le surplus social du monopole au surplus dans le cas de la concurrence. On rappelle que le surplus social est la somme du surplus du consommateur et du surplus du producteur. Dans le cas de la concurrence,
Le surplus social était la somme du triangle vert, qui est le surplus du consommateur, plus la partie assurée en bleu, qui est le surplus du producteur. Le surplus social était représenté par toute cette zone. Dans le cas du monopole, le surplus du consommateur se réduit à ce petit triangle et les zones assurées représentent le surplus du producteur. La différence entre les deux graphiques est la somme des zones 2 et 3 qui représentent la perte sèche et c'est ce qu'on appelle le coût social du monopole. C'est ce que la communauté a perdu à cause du monopole. La partie 2 est perdue par le consommateur, tandis que la partie 3 est perdue par le producteur. La partie 1 est neutre. Il est vrai qu'elle est perdue par le consommateur, mais elle est gagnée par le producteur. Ce que la communauté a perdu définitivement sont les zones 2 et 3, qui représentent, comme nous l'avons dit, le coût social du monopole. Donc, pour conclure, la situation du monopole est favorable au producteur, mais défavorable au consommateur. On a assisté au transfert de la zone 1, qui était une partie du surplus du consommateur, vers le producteur. Ainsi, la situation du monopole est défavorable à la communauté. On a vu que le surplus social est plus faible que celui de la concurrence. En effet, même si la zone 1 est neutre, perdue par le consommateur et gagnée en contrepartie par le producteur, mais les zones 2 et 3 sont des pertes irrécupérables et elles représentent le coût social du monopole.